Oui, bonjour à toutes celles que je n'ai pas vues déjà et à ceux qui nous suivront peut-être sur les réseaux. Donc nous représentons Éditions Hélium toutes les deux. Je suis Sophie Giraud, je suis éditrice et fondatrice des Éditions Hélium, et Flora Chen qui s'occupe de la promotion et des relations avec les libraires. Voilà, donc c'est elle qu'il faut contacter si vous avez envie de faire des choses avec nos auteurs. Pour parler des éditions Hélium, je voudrais d'abord dire que c'est une maison qu'on a créée en 2008, mais l'idée, et on peut montrer la première slide, si elle marche, je ne sais pas. Le temps qu'elle se charge, d'accord. L'idée, c'était de faire vraiment des livres d'auteurs et d'autrices, comme le disait Cambourakis, mais aussi qu'on réussisse à montrer des livres de nature différente. Donc, ce sont des livres depuis les tout petits jusqu'aux romans adultes, enfin presque adultes. On a fait aussi quelques romans adultes. Et avec l'idée de publier vraiment des choses à chaque fois singulières, à la fois dans la forme et dans le contenu. Pour commencer, je vais parler des petits parce que d'abord, c'est un domaine que j'adore. Je trouve que c'est un domaine qui est très créatif, qui est un peu emblématique de l'édition jeunesse, puisqu'il a des, des grands penseurs. Ce sont les Munari et les Enzo Mari qui ont réfléchi vraiment à la place du livre. Et donc, on va passer à la slide suivante si on y arrive. Ce sont les penseurs qui ont réfléchi vraiment à la place du livre et à la façon dont l'enfant non seulement les aimait, les écoutait, mais aussi jouait avec et s'en imprégnait d'une façon avec le corps, en fait. Et donc, il appelait ça les proto-livres. Et c'est vrai que ce sont des livres qui vont poser les petites graines qui après vont faire les lecteurs. C'est-à-dire qu'on commence par avoir un jeu. Donc ça, c'est nos auteurs-autrices qu'on voit sur cette slide. Ça commence par faire un jeu avec le toucher, avec la lecture avec le doigt, avec la lecture avec le corps. Et ensuite, on s'aperçoit que l'enfant commence à comprendre le sens de la lecture, commence à comprendre aussi la façon dont l'image se forme et peut induire une surprise. Ça ne fonctionne pas? Il faut appuyer en dessous. Alors, c'est aussi un domaine que j'aime beaucoup parce que c'est un domaine qui fonctionne avec la création de l'objet, et donc c'est un travail qu'on fait beaucoup avec les auteurs. Hélium, ça a toujours été depuis le début l'idée que les auteurs venaient avec un projet et qu'on essayait au maximum de pousser ce projet dans toutes les formes du livre, d'en trouver le format idéal, d'en trouver le papier idéal, d'en trouver effectivement la façon de le lire et de s'en imprégner. Donc, l'édition pour les tout petits, de ce point de vue, est forcément extrêmement présente. Alors, pour vous parler de quelques livres qui sont dans notre catalogue et qu'on verra après, un des premiers livres qu'on avait fait, c'était pour les tout petits, c'était Mes couleurs de Iris Demouy. Et peut-être vous avez en tête ce livre qui a fonctionné depuis 2009, je crois, ou 2010, et qui proposait aux enfants de sortir des formes du livre et de jouer vraiment avec l'objet comme une lecture ludique, physique de l'objet. Ensuite, plus récemment, et donc ça montre aussi le panorama général qu'on a fait sur les petits, on a ce grand livre qui s'appelle Danse avec Bernie, qui est un des derniers livres qu'on a fait paraître pour les petits, et qui est un livre de jeu vraiment physique, c'est-à-dire que le livre est gigantesque, donc le petit s'en imprègne physiquement, il l'étale par terre, et puis il y a aussi l'idée qu'on apprend à bouger, à danser, à vraiment s'amuser avec le livre, mais aussi à commencer à comprendre les mots, tous les mots du corps, tous les mots du mouvement sont inclus dans ce livre-là. Alors, c'est un peu difficile de faire la présentation sans les livres, mais je vous ai apporté également, et on le verra tout à l'heure, un livre qui est tout nouveau, donc, et que vous allez recevoir, qui est le livre de Laurent Moreau,
que je peux vous faire passer à regarder. C'est aussi un grand cartonné, c'est aussi un livre qui joue avec le format. Là, il se trouve que c'est une conversation entre le papa et l'enfant qui naît. On peut prendre la... Merci beaucoup. Voilà. Et voilà, donc ça, c'était le Danse avec Bernie, donc on voyait la taille du livre avec l'enfant devant, et donc on voit qu'il rentre dedans, et on a eu des photos d'enfants de nos collaborateurs, collaboratrices ou autrices, etc., qui nous montraient vraiment que l'enfant se rentrait dedans. Et puis là, c'est cette petite danse, il y a même un tutoring pour apprendre une petite danse qu'on a fait ensemble avec Jannick. On l'a créé dans un café à Paris. Ça avait c'était assez marrant. Et celui-là, c'est ce livre Mes couleurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui était ce premier livre objet et qui rappelait les pensées de Munari Ensomari, et ce petit chat noir qu'on avait d'ailleurs reproduit sur un tout petit sac à l'époque quand on avait sorti le livre pour montrer combien c'était important ces livres pour les tout petits. Alors, pour continuer, donc très récemment, on a fait Tu vois quoi? Alors là, c'est un livre d'un de nos graphistes, c'est notre graphiste, enfin un de nos deux graphistes principaux, Philippe Bretel, qui est aussi artiste et qui avait créé ce livre, alors qui est aussi sorti pendant le confinement, sur la vision de différents personnages. C'est non seulement la vue, le fait de porter des lunettes, mais aussi la vision, et qu'est-ce que les animaux en fait voient, et qu'est-ce que les humains voient, et qu'est-ce que chacun voit des choses. Et donc, c'est un livre qui pousse l'idée de la vision vraiment jusqu'à l'idée de l'opinion ou du regard sur les choses. Celui-ci est un de trois partons, et toute cette collection avec Delphine Chedru, très emblématique de ce travail, puisque c'est avec le doigt qu'on suit la lecture, avec un tracé un peu avec un vernis sur le chemin, et c'est avec le doigt qu'on suit de page en page le trajet du lecteur, en fait, et le trajet du personnage bus. Paul Hady, ça avait eu le Paul Hady qui était dans la même collection et qui montrait avec des découpes des surprises dans les images. Paul Hady est un livre qui a reçu le prix Sorcière pour les tout petits, et qui là aussi travaille sur cette idée du proto-livre. Alors, pour continuer, c'est toi qui va prendre la relève. On passe au pop-up pour les petits. Oui, alors, je vais vous présenter la collection du pop-up Hélium pour les petits. Alors, c'est une collection de pop-up qui a été créée en collaboration avec l'ingénieur papier Bernard Duzit. Et il y a beaucoup d'illustratrices et d'illustrateurs qui participent à faire les illustrations de la collection. Donc, il y a eu Amélie Fontaine, il y a eu Jannick Côte, il y a eu Delphine Chedru. Donc là, c'est tous ceux qui sont sortis dans la collection. Donc, c'est une collection qui a été pensée pour vraiment être manipulée par les plus petits. Donc, un pop-up qui va être assez solide dans un carton assez épais, qui va pouvoir être un peu malmené, qui est imprimé avec des encres qui sont non toxiques. Donc, qui pourrait être éventuellement mâchonné sans problème aussi. Et aussi qu'il y a pardon, excuse-moi, je t'interromps. Et aussi qu'il y a une intervention forte sur l'image, c'est-à-dire qu'on tire et l'image se modifie énormément. Donc, ça permet aux petits d'avoir une vraie satisfaction. Exactement. Donc là, c'est le pop-up qui est sorti l'année dernière, donc tout propre. On était plutôt bien dans le thème, puisque c'était un moment où il y avait beaucoup d'injonctions à se laver les mains dans les écoles, etc. Donc là, c'est un pop-up où on va montrer toutes les manières que vont avoir les animaux de se laver. Ensuite, celui-ci est à venir. Donc, c'est un pop-up autour du déguisement, autour d'Halloween plus particulièrement. Donc, on va avoir une grande fête déguisée à laquelle tous les petits animaux sont invités. Et ils sont tous, ils sont là dans le château hanté. C'est la scène finale du pop-up qui est particulièrement impressionnante, parce que c'est un grand rabat donc, qui s'ouvre. Et celle-là, c'est là où tous les animaux sont réunis. Alors, pour dire aussi que sur cette série, on a toujours envie de
de parler aux enfants en fait, de ce qui fait leur quotidien, mais de le décaler dans le monde des animaux et de la fantaisie. En fait, l'idée, c'est toujours ça un peu chez Helium, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la réalité, mais on parle souvent en sous-main de la réalité. Donc, par exemple, ça dépend, c'est s'habiller, comment tu dors, c'est quand même parler du fait de dormir, boue, c'est la peur, c'est lundi, c'est tout ce qu'on mange de différent. Voilà, donc à chaque fois, et puis ça ne va pas la tête, qui est d'Elisa Géin, qui parle vraiment de l'humeur des petits et des adultes aussi. C'est la question de l'humeur. C'est à moi, là? Oui, ça, c'est on s'est un peu partagé les choses parce que, comme vous avez vu, je n'ai pas trop de voix. Voilà. Les livres à observer, donc dans cette idée de travailler les livres avec de mettre les enfants en situation de succès et de travailler les livres vraiment en pensant aux enfants, on a depuis le début chez Helium publié des livres à observer. Alors ça a été cette magnifique collection de Delphine Chedru qui traite en prenant des personnages qui sont égaux tous les deux, le chevalier Attaque et la princesse Courage, l'inverse, pardon, le chevalier Courage et la princesse Attaque, de les mettre en situation, l'enfant et ses personnages, de choisir leur parcours dans le livre, le parcours dans l'aventure, et de découvrir différents univers iconographiques. Delphine avait très envie en fait de traiter de l'histoire de l'art, mais de le traiter à la manière Delphine Chedru, c'est-à-dire avec ces deux personnages. Et donc, chaque page est consacrée à une observation, un jeu, et ensuite, on décide d'aller à telle ou telle page. Et comme dans le livre de cet auteur dont parlait Cambourakis tout à l'heure, pardon Mélissa de Cambourakis tout à l'heure, il y a vraiment l'idée d'un choix dans le livre et une seule solution va arriver au bout du livre. Et donc, c'est une façon de lire plusieurs fois le livre et les enfants adorent ça. Et ici, ce qu'ils voulaient, l'originalité de la collection, c'est sur ce dernier livre qui est Retour vers l'Antiquité, c'est évidemment de traiter de l'Antiquité, mais de traiter l'Antiquité dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans plusieurs origines, c'est-à-dire ici l'Égypte, mais il y a aussi le Yémen, il y a aussi la Mésopotamie. On a à chaque fois des antiquités différentes. Il y a les Mayas. On n'a pas que l'antiquité romaine, grecque et romaine. On va vraiment s'ouvrir à un ensemble de civilisations et donc d'iconographie reprise par Delphine, mais qui donne quand même une ouverture aux enfants vers des choses peut-être à aller découvrir au musée ensuite. Alors, le retour vers l'Antiquité annonce complètement la couleur. Les autres, c'était beaucoup plus divers et ce n'était pas dit dans les titres réellement, mais le premier avait comme iconographie le Moyen-Âge, le chevalier Courage. La princesse Attaque, ça se passe avec des miniatures persanes, en fait. Enfin, elle a pris comme modèle des miniatures persanes. Orient Express, c'est l'Orient, et c'est l'Orient à la fois de Kusai, mais c'est aussi l'Orient des mangas et des dieux. Enfin, je ne retrouve pas les petits noms des petites icônes. Pardon ? yokai. Les yokai, exactement, c'est ça. Les yokai, et évidemment des dessins animés japonais. Et enfin, le retour vers Mars des deux Chevalier Courage et Princesse Attaque. Là, Opération Mars ou Mission Mars. Là, il s'agit vraiment de peintures qui ressemblent à du Miro, à du Dali. Enfin, voilà, elle s'inspire là aussi, et aussi des comics américains. Donc, à chaque fois, si vous voulez, ces iconographies qui font entrer la pop culture ont quand même une base d'histoire de l'art très forte. Et donc, c'est aussi l'idée que à notre niveau, on va essayer d'ouvrir la curiosité et d'ouvrir l'œil des enfants qui vont jouer avec les livres. Autre livre à observer et autre façon de mettre l'enfant très en valeur, c'est ces livres de Benjamin Chaud, toute cette collection autour du Petit Ours. Alors, le Petit Ours, il a comme particularité, qui est devenu Pompon Ours, il a maintenant un prénom, d'être toujours à la recherche de quelque chose. Soit c'est lui qui disparaît et c'est son papa qui le suit, soit c'est son papa qui s'en va en avant et c'est lui qui suit son papa. Ensuite, là, dans ce titre-là, le
dernier qui est paru, c'est lui qui va à la poursuite de son petit frère et à chaque fois, il va décortiquer l'image, regarder l'image, trouver les détails. Et là aussi, pour les parents, c'est un régal parce que dans certains titres, il y a les Beatles, il y a Serge Gainsbourg. Dans d'autres titres, celui-ci en particulier, il y a des références aux contes. Donc, il y a énormément de personnages des contes qui sont cachés. Et il faut toujours trouver le personnage à l'intérieur de l'image. Et l'enfant, c'est pour ça que c'est très amusant pour l'enfant, il est à l'avant de tout ça parce qu'il est beaucoup plus observateur que l'adulte. Donc, il va aller lui-même raconter l'histoire finalement presque plus vite que le parent le lit. Et donc, c'est une façon aussi de le mettre en réussite. Donc, voilà pour Pompon-Ours. C'était aussi quelque chose qui était très en rapport avec cet auteur, Benjamin Shaw. On parlait tout à l'heure Mélissa parlait des auteurs de Cambourakis, des autrices de Cambourakis. Thierry en parlait aussi. Pourquoi on fait travailler les auteurs longtemps? Bien sûr, parce que c'est une relation de confiance qui s'établit, mais aussi parce qu'en les connaissant mieux, on peut les aider à finalement trouver des chemins dans leur travail et peut-être aboutir certaines choses. Et quand Benjamin, que j'avais fait travailler sur les premiers Pomelo à l'époque où j'étais chez Albin Michel Jeunesse, donc c'était il y a fort longtemps, Benjamin avait envie de faire ses propres livres et de faire des livres où il dessinait beaucoup. Et il n'avait pas du tout confiance en son dessin, ce qui est assez impressionnant. Et en fait, on a réussi à renverser complètement il a réussi lui-même à renverser ce problème en se mettant à dessiner et en réduisant la palette couleur, c'est-à-dire en choisissant pour chaque livre une tonalité différente. Voilà, donc des grands livres à observer et qui sont un vrai chemin d'auteur qui l'ont amené à faire beaucoup d'autres choses après. Alors, et 365 pingouins, encore un livre à observer, un livre aussi à calculer, puisque ce livre-là, qui était paru chez Naïve à l'époque où j'y étais, est en effet un livre avec une histoire absolument hilarante, puisque une famille reçoit tous les matins, ding-dong, un colis avec un pingouin à l'intérieur. Évidemment, recevoir un pingouin tous les jours, ça pose quelques problèmes. Il faut les ranger, il faut les compter, il faut savoir s'en occuper, les nourrir et ça rend zinzin. Donc, la famille s'organise et pendant ce temps, la page s'organise. L'humour de Jean-Luc Fromental est absolument formidable et aussi l'air de rien, puisqu'on comprend à la fin que c'est l'oncle Émile Victor qui envoie ses pingouins pour les sauver. On comprend qu'il y a des questions de réchauffement climatique qui sont sous-jacentes, si vous voulez, à l'histoire. Et je crois que la particularité des romans qu'on est, enfin des romans, des albums et des romans éventuellement qu'on publie, c'est toujours d'apporter des petites touches comme ça, mais de ne pas le faire forcément de manière frontale. Voilà, et du coup, pour rebondir sur les touches, les appels du coup à l'écologie et à s'intéresser à la nature, c'est vraiment une problématique qu'on va beaucoup trouver dans les publications d'Helium. Et ça va notamment passer par l'observation de la nature pour mieux la connaître et avoir envie de la préserver. Donc là, le premier pop-up que je vous présente, c'est Papillon Illusion. C'est une jeune illustratrice, Julie Brouhan, qui a fait ce pop-up et c'est à son initiative parce que c'était un projet de fin d'études qu'elle a poussé avec Bernard Duzit. Et c'est regarder les papillons, mais d'une manière très naturaliste, donc vivante, et pas forcément des papillons épinglés sur un tableau. Donc là, on a vraiment eu la volonté de faire un pop-up qui reproduit à la fois le mouvement des papillons et qui s'intéresse aussi à leur transformation, à leur manière d'évoluer et de changer pour pouvoir se protéger ou bien pour pouvoir séduire. Donc voilà, donc Papillon Illusion, ça a vraiment mis en avant la capacité des papillons de se transformer. Donc là, c'est des recto verso. Il va y avoir des papillons qui disparaissent pratiquement dans la nature par mimétisme, qui, comme dans la page derrière, reproduisent les yeux d'une chouette pour pouvoir
pour pouvoir effrayer leurs prédateurs. Et c'est un livre qui a été fait pendant le confinement et est sorti pendant le confinement. Donc deux inconvénients, mais qui finalement a été bien représenté et repéré en librairie. Et d'ailleurs, j'ajouterais que pour vérifier la véracité des papillons, Julie a collaboré avec Jérôme Barbu du Musée Homme d'Histoire Naturelle. Et à la fin, on a tout un index des papillons avec leur provenance, s'ils sont diurnes ou nocturnes, et voilà, tout un tas d'informations. Donc voilà, ça c'est le bouquet final. Ensuite, dans le même esprit, il y a Je suis un oiseau de la ville. Là, c'est aussi des nouvelles autrices qui ont commencé ce projet pendant le confinement parce que au moment du confinement, on a entendu pas mal d'oiseaux dans les villes, ce qui était peut-être moins le cas ces dernières années. Et là, vu que plus les voitures avaient déserté la ville, on a pu commencer à les observer. Donc, elles ont reproduit de manière très graphique les oiseaux. On a à chaque fois le mâle et la femelle et on peut s'amuser à chercher les différences quand il y en a entre les deux. Il y a un texte qui présente l'oiseau en dessous par Delphine et par Delphine Jabeuf, pardon. Et il y a aussi la particularité de pouvoir reproduire le chant des oiseaux grâce à une clé des chants. Alors, on peut s'y essayer. On peut aussi, grâce au QR code, aller sur notre site internet et retrouver les vrais chants des oiseaux, parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de le faire en tant qu'humain. Voilà. Mais c'est un livre qui est aussi un livre-jeu et qui s'intéresse vraiment à l'observation des oiseaux, à reconnaître leurs plumes, à reconnaître leurs chants et qui s'intéresse surtout aux oiseaux qui sont à proximité de l'enfant qui vit en milieu urbain. Donc, c'est aussi assez intéressant. Alors ici c'est Laurent Moreau qui a fait un très bel album qui a reçu d'ailleurs le prix UNICEF. C'est un album où 2 enfants sont invités par leur maman à aller jouer dehors. Et en fait, en allant jouer dehors, ils vont traverser des paysages maritimes, la savane, la jungle, et retrouver dans ces paysages tout un tas d'espèces. Et en fait, ces espèces sont la plupart menacées. Et on va retrouver à la fin du livre un index qui est régulièrement actualisé à chaque réimpression. L'index de la Red List, qui est en fait un index assez précis sur le niveau de danger dans lequel se trouve chaque espèce. Voilà, donc là. Et là, c'est Didier Corny, donc, qui est un auteur qui vient de l'architecture et du design et qui s'intéresse également à l'urbanisme. Et dans cet album, La ville quoi de neuf, il va s'intéresser aux initiatives urbaines intéressantes pour pouvoir vivre mieux dans les villes. Donc on se rend compte qu'il y a plein de projets qui permettent d'avoir une ville plus écologique, de penser mieux le vivre ensemble dans les villes. Donc ici, c'est à Copenhague la voie pour les cyclistes. Il y a aussi au Japon cette manière qu'ils ont eu de faire revivre un village en replantant des pins tout autour et en relançant une industrie dans un endroit qui s'était ostracisé. Va y avoir les fermes urbaines, va y avoir l'agriculture urbaine. Donc, c'est vraiment un panel de toutes ces initiatives qui va donner un documentaire sur la ville moderne. Oui, pardon. C'est un documentaire d'artiste, c'est-à-dire que c'est dessiné par Didier avec ses personnages. Il réintroduit vraiment de la vie dans les dessins. Ce n'est pas des dessins d'architecte, c'est vraiment sa vision à lui des choses, même s'il s'inspire souvent du travail de l'architecte lui-même ou de l'urbaniste. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre vraiment de nourrir la réflexion des petits qui deviendront ces citoyens de demain et qui vont s'intéresser à comment la ville, vous le savez, parce que vous vivez dans une ville
enfin pas tous, mais en tout cas, on est en ce moment dans une ville extrêmement bien urbanistiquement intéressante. Voilà. Donc, essayer de montrer aux enfants toutes les initiatives faites partout pour créer une ville plus écologique et meilleure pour vivre ensemble. Et donc, pour former aussi les citoyens de demain, on a ce roman à partir de 9 ans de Gwenaëlle David, qui s'intéresse beaucoup aux vivants et qui est entomologiste, et qui ici nous a proposé un roman qui se passerait en 2030, où du coup les orages magnétiques sont constants, où la situation de la planète est de plus en plus alarmante. Et il va y avoir un sommet qui réunit toutes les espèces. Donc Kid, qui est donc le personnage principal de cette histoire, est une une élève de 6e qui va être envoyée à ce sommet des espèces pour pouvoir faire un reportage sur cet événement crucial. Et donc, finalement, elle va se retrouver enfermée avec toutes les espèces et va devenir évident la nécessité de partager les ressources de la planète entre toutes les espèces de manière équitable, sans forcément mettre l'humain au centre de toutes les préoccupations. Et voilà, donc ça va être aussi une histoire d'entraide parce qu'il va y avoir un événement qui va venir bouleverser le cours de cette réunion et ils vont devoir tous serrer les coudes pour s'en sortir. Et dans la forêt du paresseux, du coup, c'est Anouk Boisrobert et Louis Rigaud qui ont amené ce livre. Il me semble qu'il succédait à Pubville, qui était un livre où une ville prenait de plus en plus d'ampleur au fil des pages. Et donc là, on est sur une forêt qui, au contraire, va diminuer au fur et à mesure de la lecture parce qu'elle va être détruite. Elle va être détruite et tout l'environnement du coup du paresseux, qui est le personnage au centre de cette forêt, va disparaître progressivement. Mais parce qu'on reste quand même sur une note optimiste, à la fin, on va avoir un système qui permet aux petites pousses de repousser par-dessus le désert qui est laissé par les machines. Il y a une tirette et l'enfant, donc lui-même, intervient pour faire repousser la forêt. L'air de rien, c'est une sorte de message qu'on donne aux enfants. Vous avez tout ça en main et après, on remontre une forêt qui repousserait avec effectivement quelque chose d'un petit peu optimiste, mais il faut rester optimiste si on veut que tout le monde se mette un peu à la tâche sur ces questions essentielles. C'est un livre qui est effectivement paru en 2011. Ça fait donc longtemps. C'est un livre que vous continuez à vendre tout à fait régulièrement et je pense qu'il a sa place dans les nombreuses discussions qui vont avoir lieu, notamment pendant la campagne électorale. Enfin, j'ose espérer qu'on va parler de ces questions-là. Voilà. Alors, effectivement, l'idée des pop-up chez Helium, ce n'est pas des pop-up pour des pop-up. C'est-à-dire que le livre animé est arrivé un petit peu avec l'ensemble, c'est-à-dire que l'idée de toucher les livres, de lire d'une autre manière, mais c'était vraiment l'idée que le pop-up devait vraiment raconter une histoire. C'est l'idée du mécanisme. Le mécanisme doit être au service du propos. Et donc, si on voit la forêt du paresseux, c'était la disparition de la forêt. Et là, c'est leur 3e opus. Donc, dans le domaine de la nature, ils se sont intéressés à la forêt, avec la forêt du paresseux, mais aussi à Océano, à la mer avec Océano. Et cette fois-ci, il s'agit de l'ensauvagement et de la montagne. Donc, c'est la première fois qu'ils font un pop-up avec un personnage. Donc là encore, on est véritablement dans une histoire. Finalement, ça concrétise encore plus leur chemin vers l'histoire au travers du livre animé. Et Anouk Boisrobert et Louis Rigaud ont toujours ce souci de trouver le fonctionnement du papier qui va asseoir l'histoire qu'ils veulent raconter. En l'occurrence là, sur la forêt, c'est l'idée des plans, c'est l'idée de la vision pardon, c'est pas sur la forêt, sur la montagne, c'est l'idée des plans, c'est l'idée de la vision des vallées successives quand on regarde un paysage. Et puis, si on voit les
page suivante, eh bien, à chaque fois, ce personnage, loup, qui rêve de rencontrer le loup et qui fait toute cette expédition pour rencontrer un loup, en fait, il rêve tellement que dans le paysage se cache en fait un loup. Donc là, on le voit dans le lac, on le voit dans la montagne. À chaque fois, il y a cette idée, ce fantasme du loup, mais comme ce sont des auteurs qui sont bien dans leur temps et dans la réflexion actuelle, eh bien, c'est le loup qui finalement va se présenter à elle et non elle qui va trouver le loup. Et cette rencontre se fait presque d'égal à égal entre l'animal et la jeune femme. C'est aussi une façon de raconter ce que Baptiste Morisot, dans Le Monde sauvage, raconte de son point de vue, c'est-à-dire que c'est difficile de trouver un animal, il faut aller le chercher, il faut beaucoup y penser, il faut beaucoup le connaître, et puis finalement la rencontre se fait entre deux espèces. Alors, autre pop-up qui racontait une histoire, c'est ce pop-up magnifique qui s'appelle Le Cube Rouge, qui avait été fait avec Jeanne Quat. Et ça, là, c'était une histoire presque comme un petit théâtre. C'était un pop-up, peut-être que vous le connaissez, en tout cas qui se tourne de tous côtés. Il est imprimé de tous côtés. On peut le regarder vraiment dans tous les sens. Et c'est là qu'en fait, l'ours Bernie est né. Et c'est quand j'ai vu cet ours Bernie, je dis à Yannick, mais regarde, tu as un ours magnifique, est-ce que tu n'aurais pas envie de continuer ton travail avec cet ours? Et il est devenu ce compagnon des enfants que, je vous dis tout de suite, on poursuit pour l'année prochaine, puisqu'on a un nouveau projet avec Bernie qui va être formidable aussi. Alors, tout est dit dans les livres. Je crois que c'est toi qui prends la parole. Ah non, c'est moi. Oui, pardon. Alors, tout est dit dans les livres. Le livre, c'est une façon de parler de tout ce qu'on peut dire aux enfants, mais aussi tout ce qu'ils ressentent et qu'ils vont pouvoir exprimer au travers de ce partage de lecture. Vous le savez parfaitement, souvent les parents viennent en disant « je voudrais un livre sur telle question », parce que c'est une façon de démarrer le dialogue. Alors, un des premiers livres qu'on a fait chez Helium, c'était ce livre-là, « À quoi penses-tu ?», qui a effectivement été le démarrage avec Laurent Moreau. Enfin, j'avais fait un premier livre Coloria juste avant, mais celui-ci était vraiment très important. Et il parle de la façon dont se perçoit ce que pense l'autre ou ne se perçoit pas ce que pense l'autre. Et donc, cette idée qu'il y a une extériorité et une intériorité, et c'était une façon graphique et sensible de le dire aux enfants. Et c'est vrai que c'est toujours assez fascinant, la pensée qui passe chez l'autre, dont on ne sait pas très bien comment elle se forme. Autre très formidable illustratrice, autrice illustratrice. Alors, il s'agit de Sophie Vissière. Elle avait eu un premier livre chez nous qui s'appelle Le potager d'Alena, qui est aussi dans les préoccupations plus écologiques et qui est aussi dans ces préoccupations de lenteur, de la lecture, de l'observation du paysage. Là, elle s'était prise d'une envie folle qui était de faire un très gros livre pour parler du collectif. Et donc, le livre se situe dans un centre de vacances où les trois enfants, les trois héros sont punis au début de l'histoire parce qu'ils ont fait des bêtises, je ne sais plus très bien ce qu'ils font, mais ils sont obligés de rester dans le jardin et le parc, enfin au centre de vacances, pendant que les autres vont faire du bateau. Donc, ils décident de construire un bateau ensemble. Et en fait, c'est non seulement un livre qui a été fait au pochoir, donc qui comporte un certain nombre d'images, et c'est complètement fou comme travail à la fois de peinture, enfin de création et de composition d'images, mais aussi c'est un travail aussi sur la lecture, parce que il y a des petits, vous voyez, des petites pastilles sur le côté, et à chaque fois on peut soit décider de lire toute l'histoire d'un coup, soit suivre plus particulièrement tel ou tel personnage. Donc, on peut traverser le livre un peu comme on le souhaite. Il y a aussi des pastilles, il y a aussi beaucoup de réflexions autour des objets qui centrent l'histoire. Et donc, à chaque fois, on a dans ce livre une vraie réflexion, non seulement sur le collectif, mais aussi sur la lecture elle-même.
Alors, végétarien, une autre question dont on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on a voulu traiter, mais toujours avec l'humour qui caractérise le catalogue Hélium, c'est-à-dire que Julien Bert nous a écrit une histoire où, en effet, il s'agit d'un petit garçon qui est en train de regarder les dessins animés. Il y a quelqu'un qui sonne à la porte et en fait, c'est 2 poulets qui viennent le chercher et qui l'amènent dans un grand hall. Il ne sait pas très bien où il est. Et en fait, c'est tous les animaux qui lui demandent ce qu'il a mangé et qu'il a mangé des animaux et ça ne va pas du tout, etc. Donc, il y a toute une folle fantaisie de cette sorte de tribunal des animaux où l'enfant doit se défendre. Mais en plus de ça, et ce qui est très intéressant à mon sens sur Végétarien, c'est qu'à la fin, en fait, une fois qu'il a réussi à échapper à ce procès dont on ne sait pas très bien s'il est imaginaire ou vrai, il se remet devant les dessins animés et à ce moment-là, il y a 2 carottes qui viennent sonner à la porte, ding-dong, pour venir chercher le petit garçon. Donc, on retourne la question et donc la question, elle n'est pas simplement posée dans un sens tranché et ça permet aussi aux enfants de se sentir à l'aise avec ces questions-là parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'ils entendent tout ce qu'on dit, ils entendent tout. Et ils voient aussi des reportages et ils voient des choses terribles. Alors après, pour manger de la viande, c'est compliqué quand même. Donc, il faut un petit peu mettre de la distance, de l'humour et pouvoir quand même parler des questions et éventuellement les parents les tranchent avec les enfants dans le sens qu'ils souhaitent. Au secours, alors c'est un livre aussi qui parle de la peur. C'est un livre qui était sorti le 13 novembre. Donc, on n'avait pas eu de chance. Et ce n'est pas nous qui n'avions pas eu de chance ce jour-là, à vrai dire, mais où il était sorti, oui, le 13 ou juste avant. Enfin bon, bref, il a accompagné et il était dans les librairies en vitrine. Et quand il y a eu évidemment ces événements totalement traumatiques, comme il s'agit de squelettes qui ont peur et qui ont peur d'une peur imaginaire, c'est-à-dire d'une peur dont ils racontent à chaque fois que c'est des monstres qui sont venus chercher des os, etc. Donc déjà, c'est des squelettes qui ont peur. Voilà, donc déjà, il y avait quand même l'idée de la mort, il y avait l'idée du squelette, des choses qui font peur. Et en réalité, tout est drôle dans le livre, tout est amusant, même leur peur est amusante. Et surtout, c'est un livre qui déconstruit la peur. Donc, quand on a vu que les libraires l'enlevaient des vitrines, puisque c'était Fromental Jolivet, c'était quand même un duo que vous connaissez, eh bien, on a beaucoup communiqué pour expliquer qu'au contraire, c'était un livre qui était tout à fait quelque chose qui luttait contre cette terreur qui avait envahi tout le monde, y compris les adultes. Donc, je trouve que c'est un livre qui est un livre de fond, un livre qu'il faut redécouvrir tout le temps et qui est très, très drôle parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots autour des os. C'est très amusant. Et par ailleurs, il y a un véritable fond dans cet humour. Et puis, livre magnifique que nous avait concocté Beatrice Alemagna il y a quelques années pour parler des émotions, pour parler surtout. Donc, elle voulait faire un imagier, mais qui soit en mouvement, parce qu'elle disait la vie, c'est le mouvement. Et j'ai trouvé cette idée absolument magnifique, c'est-à-dire que toujours indiquer aux enfants des choses très objectives, une table, une chaise, ce n'est pas tout à fait leur parler de la vie. Et donc là, elle a eu envie vraiment de montrer avec le calque que, par exemple, une petite blessure qu'on avait sur le genou pouvait passer, qu'un chagrin pouvait passer, que la musique, l'air qu'on entend s'en va. Donc, ce sont des livres, si vous voulez, c'est des livres d'artistes, c'est des livres vraiment sensibles et c'est aussi des livres qui sont presque philosophiques. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, on parcourt des images, on pose des questions, on lit avec l'enfant. L'enfant voit beaucoup de choses dans les pages, c'est riche, c'est passionnant. Mais Beatrice Alemagna, qui est une très grande autrice, qui réfléchit énormément à ses livres, communique là quelque chose de magnifique. Donc là, vous voyez ses originaux. Alors, s'inscrire dans la vie d'aujourd'hui, ça c'est pour toi. Okay. Alors, s'inscrire dans la vie d'aujourd'hui, c'est une thématique où on a voulu parler un petit peu de toutes les représentations et toutes
comme quoi tout le monde doit être représenté dans les livres pour la jeunesse. Donc là, on commence avec un livre qui est vraiment pour les tout petits de Sophie Vissière, qui avait fait La Belle Équipe et qu'on a précédemment présenté. Et ici, elle présente une scène très quotidienne, finalement, de balade en famille dans un jardin. Où un papa et ses 3 enfants vont découvrir les fleurs qui se déploient dans le jardin. Donc, c'est très doux, très poétique. Et Sophia a choisi de représenter une famille métisse dans ce tout carton. Alors, c'est Sophie Vissière, Sophie c'est pas moi. Vissière, pardon. C'est toujours l'auteur, Et c'est jamais moi qui demande ce genre de choses. Il faut que ça soit naturel et pas artificiel. Oui, et donc c'est une scène de la vie tout à fait quotidienne et on trouvait finalement intelligent de ne pas forcément aborder le sujet de la représentation, mais de le faire tout simplement. Voilà, exactement. 2 minutes. Alors, toi aussi, tu comptes de Christian Robinson. Donc, Christian Robinson, c'est un auteur américain qui est très engagé dans la question de Black Lives Matter. De Black Lives Matter, oui, le fait de devoir inclure tout le monde. Et en faisant ce livre, il s'est posé la question de savoir qu'est-ce que chacun devrait entendre. Et donc, sa réponse était You Matter. Donc, toi aussi, tu comptes. Donc, c'est un livre qui est très poétique, qui a des illustrations qui emmènent du temps de la préhistoire et des dinosaures jusqu'au-delà de la Terre et dans la galaxie, avec un texte très, très simple, en fait. Du microbe jusqu'à toutes les espèces et aux enfants. Voilà, et donc ça touche vraiment tout le monde. Et ici, on a un album qui va sortir à la fin du mois d'octobre, qui est un texte d'Erwan Barguin qu'on a reçu sur la boîte manuscrit, qui est un texte qui parle de frontières, d'amitié et finalement de réunion. Donc, ces deux hommes qui vivent chacun de leur côté sur une île déserte, donc comme un Robinson Crusoe et un Vendredi, mais qui ne se seraient jamais rencontrés et qui finalement vivent tous les deux de leur côté sur un même pied d'égalité. Sauf qu'au moment où ils se rencontrent, ils décident que l'île devrait être partagée en 2 et qu'ils devraient construire un mur tous les deux pour pouvoir se séparer. Sauf que Pardon, excuse-moi. Alors, vous avez dans votre sac une affiche imprimée parce que c'est un livre qui sera en couleur directe et c'est une splendeur. Donc, vous allez le recevoir là en octobre de Julia Wouters qui a commencé chez Helium et qui travaille vraiment ses livres en sérigraphie. Donc, ça va être une très, très belle chose et des images absolument exceptionnelles. Je te laisse finir. Oui, donc là, c'est Suzy Nielsen. Donc, on a mis Suzy Nielsen dans cette catégorie parce qu'elle, dans ses romans à destination des adolescents, elle représente vraiment tous les types de familles. C'est toujours aussi des adolescents qui parfois ont un peu de mal socialement, qui sont pas forcément à l'aise, mais elle arrive toujours à les mettre en valeur dans un contexte où ils vont toujours trouver une forme de résilience et ils vont toujours réussir à dépasser des situations parfois très compliquées, comme le fait de ne plus avoir de maison ou d'être atteint d'autisme. Avec toujours beaucoup d'humour. Donc, c'est des livres qui sont très drôles, très sensibles, qui sont jamais pesants, même quand ils parlent de situations difficiles. Cette mère qui emmène son enfant et qui vit dans un van, les difficultés d'harcèlement à l'école, tout ça est toujours dit d'un point de vue d'enfant. C'est une voix vraiment, Suzy Nielsen, c'est vraiment quelqu'un qui a une empathie à la fois pour ses personnages et pour les adolescents en général. Oui, et donc dans le dernier, on a notamment un personnage qui est élevé par 2 mamans.
Donc voilà, ce n'est pas ce qui le caractérise uniquement, mais pour dire qu'elle Voilà, fait là vraiment aussi, rentrer tous les types de familles. voilà, là aussi, c'est parler d'aujourd'hui, c'est parler de comment on vit et pas uniquement d'en faire le sujet, mais voilà, de constater ce qui existe et de permettre aux enfants d'être le plus heureux possible dans toutes les situations. Et puis, Joliba, voilà, donc là, c'est Alors, Joliba, nouveauté. c'est une nouveauté. C'est sorti en septembre, du coup, c'est plus à paraître. Mais Joliba, c'est un livre qui est particulier parce qu'il se passe au Mali médiéval, donc une époque peu représentée en littérature et en littérature jeunesse en particulier. Donc, c'était aussi l'idée de s'ouvrir à d'autres cultures et à d'autres imaginaires parce que ici, c'est un scénario qui va mêler une intrigue policière, de la magie et un voyage tout au long de ce fleuve, Joliba, donc le fleuve Niger. Et vers la lecture, je terminerai par ces deux collections. Alors, la première, Topé et Mulot, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est une autre forme de livre qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire intermédiaire entre le vrai album et la lecture. Henri Meunier, donc Benjamin Chaud ayant une longue pratique avec moi, m'avait proposé de travailler sur cette série avec Henri Meunier, qui lui avait donné un texte qui lui plaisait beaucoup. Et je n'avais pas envie, en voyant le texte d'Henri, d'en rester à un album purement et simplement. Je pense que c'est important avec tout ce que vous avez en librairie, qu'on vous propose aussi des formes différentes et qu'on aille chercher aussi les endroits où il n'y a pas forcément le livre qui convient. Et j'avais eu le sentiment que de ce passage entre l'album et la lecture, il y avait un petit trou. Et que ce trou-là, ces deux personnages qui sont parfaitement amis, qui sont absolument merveilleux d'humour et de douceur l'un envers l'autre, eh bien, ils puissent conduire les enfants vers la lecture. Et c'est bien ce qui se passait dans l'idée d'Henri et de Benjamin, c'était que le texte et l'image ne racontent pas forcément la même chose, notamment parce qu'un des deux personnages, qui est Taupe, est aveugle et que donc il voit, ou il voit très mal en tout cas, et du coup il va voir les choses à sa façon, avec son humour aussi, avec sa fantaisie, et Mulot va essayer de lui faire la vie le plus agréable possible, et chacun échange. En fait, il n'y a pas l'un qui donne à l'autre, mais à chaque fois c'est un échange entre les deux personnages. C'est aussi beaucoup de découvertes du monde à leur façon, et c'est des découvertes des saisons, puisqu'il y a 4 tomes dans la collection. Et pour finir, et pour dire quelle a été notre recherche sur cette série, nous avons démarré avec Jean-Luc Fromental et Joël Jolivet, dont on parlait tout à l'heure, une collection Mischa qui, à partir de la bande dessinée, ou en tout cas du récit graphique, ce n'est pas exactement de la bande dessinée, ce serait plutôt comme du Posy Simons, du récit graphique, où à la fois le texte courant et les bulles sont entièrement liés, eh bien, on rentre à nouveau dans la lecture. C'est comment commencer à lire, comment se lancer. Et vous savez, par les Tom Tom et Nana, par les Ariol, etc., combien cette lecture facilitée par l'image est si importante. Et puis, pour finir sur tout ce qui est l'humour chez Helium, alors on vous en a apporté un, mais on vous le montrera peut-être tout à l'heure. Donc, un très beau livre de Benjamin Chaud autour de ses autoportraits, qui vient à la suite de toute sa collection de l'humour Helium. Tu peux montrer peut-être la collection, voilà. Voilà, où il y avait déjà l'art à table et puis les contes de fées, ce n'est pas tout à fait pour les enfants, qui sont pour les un peu plus grands, ou pour l'ardeur, pour ceux qui lisent l'ardeur, on peut leur vendre les contes de fées éventuellement. Mais en tout cas, voilà, donc ça, c'était l'humour qu'on avait apporté à l'intérieur de ce petit lieu pour que nos dessinateurs puissent se sentir libres aussi de s'exprimer comme ils le voulaient. Et puis, on voudrait finir avec un livre qui sort maintenant, dont vous avez peut-être reçu déjà un exemplaire, qui est donc le nouveau livre de Philippe Catherine et de Julien Bert, qui s'appelle
Le Tyrannosaure, on va finir en chanson. Et l'idée, c'est de dédramatiser un peu tout ce qu'on a vu de pire depuis toutes ces années et ces mois, et de voir que finalement, il y a des choses aussi amusantes et positives et qu'il faut toujours regarder le verre à moitié plein. Voilà. On peut lancer la chanson. Je ne sais pas si on peut. Oui ? Le pi, le pas, le pot, tyrannosaure. Le pou, le poids, le pi, tyrannosaure. Dehors il y a un grand soleil éclatant, mais lui n'y voit qu'un orage menaçant. Le pi, le pas, le pot, tyrannosaure. Le pouls, le poids, le pi, tyrannosaure. Tu lui offres de délicieux choux à la crème. Il te dit non merci, j'ai peur du gluten. Le pi, le pas, le pot, tyrannosaure. Le pouls, le poids, le pi, tyrannosaure. Cet animal historique est très anxieux, alors qu'il aurait tout pour être heureux. Le pi, le pas, le pot, tyrannosaure. La chanson est à télécharger sur notre site Le poids, à l'aide de petites questions dont les réponses sont à trouver dans le livre. Exactement. Et Philippe, Catherine publie ce livre avec nous cet automne, mais aura en février prochain une grande exposition, et on fera aussi le catalogue pour adultes comme celui qu'il avait fait journal, son précédent. Pardon ? Non, il avait fait un journal chez De Noël Graphique, et là, il refera également un grand livre graphique magnifique. Voilà, ben, merci beaucoup. Merci.